Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Talent Français et je vais vous parler cette fois-ci de Dassault Aviation. Petit rappel, ces vidéos talents ne constituent en rien des recommandations d'investissement, mais bien des coups de projecteur sur des acteurs clés de notre économie. Pour les suggestions d'investissement, comme toujours je vous le rappelle, vous pouvez aller voir sur notre site Ibou où nous vous proposons des portefeuilles de valeurs recommandées et des conseils pour chaque analyse de valeur. Mais revenons donc à Dassault Aviation. L'histoire du groupe débute avec l'essor de l'aviation à l'aube du XXe siècle et elle est intimement liée à l'histoire de son fondateur, Marcel Bloch, le futur Marcel Dassault. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Marcel Bloch a 22 ans. Du fait de sa formation d'ingénieur aéronautique, il a étudié dans ce qu'on appelle aujourd'hui Supaéro. Il n'est pas envoyé au front, mais il est versé au laboratoire de recherche aéronautique de Chalais-Meudon et fait ainsi ses premières armes au cœur d'une industrie qui est en train de passer à soi-même de l'artisanat à la production en série dans le cadre de la guerre. Avec donc Henri Potez, autre grand nom de l'histoire de l'aéronautique au XXe siècle. Donc Henri Potez, qui est comme lui un ancien élève de Supaéro, il constate que les hélices existantes sur les avions de guerre donc n'offrent que de médiocres performances. Et donc il dessine en 1916 une nouvelle hélice en bois qu'il appelle Éclair et dont l'armée commandera une première série de 50 exemplaires. Donc c'est une hélice en bois à une époque où les usines en série pour les produits aéronautiques n'existaient pas. Et donc cette première hélice est construite chez un fabricant de meubles du Faubourg Saint-Antoine, quartier des ébénistes et des menuisiers à Paris. Cette hélice Éclair va connaître un grand succès et équiper de nombreux appareils français, et notamment l'appareil de Guinmer, le fameux aviateur. Mais fabriquer des hélices ne suffit pas à occuper les deux ingénieurs, et donc ils vont constituer un prototype d'avion, et en 1916, ils créent la Société d'études aéronautiques, la SEA, qui va dessiner plusieurs prototypes d'avions. Le plus abouti, le SEA-4, est commandé par le ministère de l'Armement et de Fabrication de guerre à 1000 exemplaires, donc une grosse commande très significative. Le premier modèle de cette grosse commande sort d'usine, mais il sort le 11 novembre 1918. Pas de bol pour eux, sinon c'est une excellente nouvelle bien sûr, la guerre est finie et le marché de 1000 avions est résilié. À ce moment-là, on a un important stock à écouler d'avions en France et donc les constructeurs ne sont pas incités à rester dans l'aéronautique. Louis Potez va persévérer et créer sa propre compagnie d'aviation qui va devenir un des acteurs les plus significatifs du secteur dans les années 1930, tandis que Marcel Bloch, lui, quitte l'aéronautique et se lance entre autres dans l'immobilier pendant une dizaine d'années. 10 ans plus tard, en 1928 donc, le ministère de l'Air est créé et Marcel Bloch y voit l'occasion de revenir à l'aviation. Il crée en 1931 la Société des avions Marcel Bloch. Dès la fin de l'année, c'est le succès avec des premières commandes officielles pour son avion MB-120, MB pour Marcel Bloch, un trimoteur de transport pour 10 passagers qui est utilisé pour le transport colonial ou à des fins sanitaires. Donc il regroupe alors ses services d'études et de fabrication, il les installe à Boulogne dans un garage désaffecté, c'est un peu la première start-up. Puis la société grandissant dans un local plus grand à Courbevoie à la fin de 1932. Et à ce moment-là, les prototypes d'avions civils et militaires se succèdent à un rythme accéléré dans son usine. Les années qui suivent ne sont pas de tout repos avec des crises successives. D'abord, l'avènement du Front populaire en 1936, et donc sa société est intégralement nationalisée début 1937. Marcel Bloch étant le seul assez qualifié pour la diriger, il en reste l'administrateur. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate. Marcel Bloch est interné administrativement par le régime de Vichy à partir de 1940, puis arrêté par la Gestapo en 1944 et déporté à Buchenwald comme otage politique, sans jamais, et c'est tout à son honneur, accepter de collaborer avec le régime nazi. Marcel Bloch est rapatrié en France en mai 1945, et à ce moment-là, une seconde vie s'ouvre à lui, et ça démarre de manière assez symbolique avec un changement de nom. Il se met d'accord avec son frère, qui était résistant, Paul Darius Bloch, et dont le nom de code dans la résistance était Char d'Assaut. Donc ils se mettent d'accord tous les deux pour changer de nom, pour ne plus s'appeler Bloch, mais pour s'appeler Dassault, en référence à ce pseudonyme. Mais Marcel y met sa petite touche en demandant à ajouter la lettre L à Dassault, en référence à sa passion pour les avions. Et effectivement, il va tout de suite reprendre ses activités aéronautiques, reconstituer une équipe et une entreprise, et dès 1950, Marcel Dassault sort le premier avion à réaction français, l'Ouragan, avec lequel il va réaliser les premières exportations de sa société vers l'Inde, l'Israël, et également les premières exportations de l'industrie aéronautique française d'après-guerre. 2 ans plus tard, le Mystère 2 est le premier avion français à franchir le mur du son.
Son dérivé, le Mystère 4, en consacre le succès puisque les États-Unis en commandent 225 appareils dans le cadre d'un accord de l'OTAN. On peut citer également, entre autres, par la suite, les célèbres avions Mirage, commercialisés pour la première fois en 1956 et sans cesse modernisés depuis, qui équipent les forces nucléaires françaises. Autre exemple, l'avion civil biréacteur d'affaires, le Mystère Falcon, développé à partir de 1963, et ses évolutions, avec là encore les États-Unis qui apportent la consécration à ce produit, puisque c'est la Pan Am qui est la première commande en série cet appareil et lui ouvre les portes du marché américain. Autre modèle bien connu, l'Alpha Jet, à partir de 1973, qui a été produit avec une société allemande et qui est un avion d'entraînement qui équipe entre autres la patrouille de France, donc on le voit souvent voler sur les plages l'été. Dernier prototype, sans doute le plus connu aujourd'hui, c'est le Rafale, que Marcel Dassault présente fin 1985, quelques mois avant son décès à 94 ans, et qui va être livré à partir des années 2000. C'est le 6e avion de chasse conçu par Dassault Aviation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après donc l'Ouragan, le Mirage 3, le Mirage 4, le Mirage F1 et le Mirage 2000. Les débuts commerciaux ont été assez poussifs, notamment suite à la fin de la guerre froide qui a fait revoir à la baisse les carnets de commandes. Mais depuis, le Rafale enchaîne les succès à l'export depuis quelques années, et notamment tout récemment, ça a fait la une des journaux, début décembre, avec l'annonce du plus gros contrat de l'histoire de l'industrie de défense français, signé avec les Émirats. Donc on le voit, un groupe qui est resté toujours à la pointe dans l'industrie de l'aviation, mais qui va également contribuer au développement d'autres industries liées à son activité première. Une division électronique notamment va être créée dès 1954 pour le développement du guidage de missiles, et sera réunie bien des années plus tard, en 1998, avec les branches spécialisées dans les activités militaires d'Alcatel et de Thomson, pour créer l'actuel Thales, dont Dassault Aviation possède aujourd'hui 25%. Une autre sous-division que l'on connaît bien aujourd'hui, qui opérait à l'origine dans la conception 3D assistée par ordinateur, à partir de 1977, deviendra Dassault Systèmes en 1981. Donc voilà, deux autres très belles sociétés également suivies par Hibou. Je vous encourage à aller voir les analyses sur notre site. Mais si l'on revient à Dassault Aviation, il s'est donc imposé au fil des ans comme la seule entreprise capable de fournir des avions de combat qui correspondent aux besoins de la défense française. Les appareils fabriqués par Dassault contribuent à faire tourner toute l'industrie aéronautique française, les sociétés nationales et également les sous-traitants privés, et ça nous évite également de coûteux achats à l'étranger. Tout cela implique des liens qui sont nécessairement étroits et parfois critiqués avec le monde politique. Marcel Bloch était gaulliste, il a été député de l'Oise jusqu'à sa mort. Il joue un rôle notamment dans le début de la carrière de Jacques Chirac, qui était le fils d'un de ses collaborateurs, en le recommandant à Georges Pompidou. Il finance généreusement les campagnes de ses alliés, à l'époque bien sûr où ce n'était pas interdit, pas illégal. Après l'élection de François Mitterrand comme président de la République, qui n'était donc pas trop de son bord, il a quand même échappé à la nationalisation en faisant don à l'État de 26% de ses actions. Pour l'anecdote, ce personnage très haut en couleur, si l'on peut dire, a partiellement inspiré Hergé, le créateur de Tintin, pour son personnage de Laszlo Carredas, qui est donc un constructeur d'avions supersoniques, et dont la silhouette, le chapeau, le cache-colle et le côté un peu frileux ne sont pas sans rappeler cet illustre industriel. À la mort donc de Marcel Dassault, son fils Serge Dassault le remplace à la tête du groupe. En 1990, la société prend son nom définitif Dassault Aviation. Charles Edelstein, qui avait succédé en 2000 à Serge Dassault, est remplacé en 2013 par Éric Trappier. Coté en bourse, Dassault Aviation est encore aujourd'hui une entreprise familiale. Le groupe industriel Marcel Dassault en détient plus de 60% des actions. Et il reste le dernier groupe d'aviation au monde qui est détenu par la famille de son fondateur et qui porte son nom. Alors aujourd'hui, Dassault Aviation, c'est quoi ? Eh bien, c'est toujours l'un des principaux acteurs dans le monde de l'industrie aéronautique mondiale civile et militaire, et donc une entreprise multinationale qui emploie plus de 12 000 collaborateurs, avec une flotte recensant plus de 2100 avions d'affaires Falcon en service, et en tout plus de 10 000 avions vendus dans 90 pays. Les activités de Dassault Aviation couvrent donc l'amont, la conception et le développement, et l'aval, la vente et le support, pour les avions donc, et s'organisent autour de deux grands segments, la défense, qui représente 59% du chiffre d'affaires en 2020, qui comprend donc essentiellement aujourd'hui la fabrication des Rafales, mais aussi des avions de surveillance et de renseignement, et plus marginalement pour l'instant, parce que ce sont les produits de demain, des drones de combat. Également, le groupe fait partie du programme européen du système de combat aérien futur, en tant que leader pour le programme d'un avion de combat européen nouvelle génération, donc qui succédera peut-être un jour au Rafale. Et enfin, Dassault Aviation a également des activités spatiales, avec notamment le développement d'équipements pyrotechniques utilisés par exemple sur les lanceurs Ariane et Vega. Il y a également des engins aérospatiaux et un mini-lanceur aéroporté. Voilà pour les activités militaires.
Et pour les activités civiles, qui représentent 41% du chiffre d'affaires en 2020, c'est donc la commercialisation de Falcon, qui sont donc des avions d'affaires. Dassault est depuis 50 ans l'un des leaders du marché, avec, on le disait, plus de 2100 Falcon en service dans 90 pays. La gamme de l'entreprise est composée de 6 avions d'affaires afin de couvrir un large éventail de besoins en matière de déplacement. Que ce soit pour son activité civile ou militaire, le groupe réalise donc sans doute une part importante de son activité auprès de clients gouvernementaux, notamment en particulier sur les marchés de défense. Et sur ces marchés, les dépenses publiques militaires dépendent de facteurs politiques qui sont assez difficiles à prévoir. Donc voilà, il y a une certaine cyclicité qui est inhérente à l'activité du groupe. Si on s'intéresse plus avant au secteur donc sur lequel Dassault Aviation opère, on l'a vu, il y a 2 grands marchés. Le marché des avions militaires, qui dépend des budgets militaires dans le monde, assez logiquement. Le total des dépenses militaires mondiales s'est élevé à presque 2000 milliards en 2020, en légère croissance par rapport à 2019. Les 5 plus grands dépensiers étant donc les États-Unis, à hauteur de 35%, suivi par la Chine, de très loin, avec 13%, et ensuite l'Arabie Saoudite, l'Inde et la France, les 5 premiers donc représentant 60% des dépenses militaires mondiales. En ce qui concerne le marché de l'aviation civile et plus particulièrement de l'aviation d'affaires dans lequel opère Dassault Aviation, cela concerne des avions de taille plus petite que les avions de ligne commerciale, mais souvent de rayons d'action équivalents. Ils répondent à des exigences de confort et de luxe élevées, et ces avions sont achetés ou loués à des entreprises de location par des gouvernements, des administrations, des entreprises internationales ou de riches particuliers. C'est un marché qui a connu une très forte croissance avec la mondialisation et l'émergence de nouveaux pays industrialisés et des sociétés et fortunes qui ont été associées. Ce marché reste cependant d'abord américain, les États-Unis et le Canada représentant plus de 50% du marché mondial, l'Europe suit avec moins de 20% et l'Asie avec un peu plus de 10%. C'est un marché qui est très volatile et dépendant des conditions économiques favorables. Il a donc beaucoup pâti, on s'en doute, de la crise de 2008 et depuis, il n'est pas vraiment reparti. Il y a eu un pic de livraison en 2008 avec 811 appareils livrés cette année-là, hors les Very Light Jets, et depuis, le secteur oscille entre 540 et 600 appareils livrés. En termes de concurrence, comment est-ce que cela se présente pour Dassault ? Du côté militaire, donc les avions de chasse, la conception d'un avion de chasse, avec le système d'armes qui l'accompagne, est l'une des opérations industrielles les plus complexes qui soient, qui nécessite des années et des années de préparation, un tissu de sociétés sous-traitantes très fort, et de surcroît, un carnet de commandes bien rempli pour rentabiliser les investissements colossaux que cela nécessite. À titre d'exemple, le développement du F-35 américain a coûté 400 milliards de dollars. Au global, donc, on s'en doute, très peu de sociétés dans le monde ont les moyens d'exercer cette activité. Elles sont donc surtout américaines et européennes, et donc ça constitue une immense barrière à l'entrée. Les évolutions technologiques en cours renforcent encore cette particularité du secteur, de fortes barrières à l'entrée. Le coût de la mise au point des systèmes complexes exige souvent la concentration ou le partenariat, au moins au niveau continental des acteurs. C'est un peu ce qui se produit en ce moment avec ce projet donc d'avion de chasse européen s'il aboutit. Mais malgré cela, la concurrence se développe tout de même, mais elle s'adresse essentiellement pour l'instant aux marchés moins exigeants du monde émergent. On a la Russie, qui possède une longue expérience dans la production d'avions de combat, et une zone d'influence commerciale qui va lui permettre de réaliser des contrats à l'export. Et on a également des acteurs plus récents, comme la Chine et la Corée du Sud, qui ont constitué leur propre base industrielle de technologie de défense. Et à l'avenir, la concurrence chinoise va forcément se développer à partir d'entreprises qui seront plus importantes que Dassault, qui reste un acteur de taille plutôt moyenne. Demain également, un autre acteur, l'Inde, qui a beaucoup acheté de Rafale et qui est donc forte de ses transferts technologiques, pourrait également se lancer dans l'aventure industrielle. Et dès aujourd'hui, elle est en train de développer un avion de combat qui s'appelle le HAL-AMCA. Donc voilà, des acteurs émergents qui ne sont pas vraiment des menaces pour l'instant parce qu'ils ne s'adressent pas au même marché, mais qui pourraient devenir plus redoutables à l'avenir. Dassault Aviation, on l'évoquait, a plutôt une taille moyenne sur ce marché de l'aviation militaire. Il est dans le top 20 des principaux constructeurs mondiaux et dans le top 5 européen. Mais si on compare à ses rivaux américains notamment, il est vraiment de taille plutôt réduite et avec du coup une marge qui est plus faible puisqu'il y a des effets de taille qui sont importants dans le secteur. Donc à titre d'exemple, on attend un peu moins de 8 milliards de dollars de ventes pour Dassault en 2021 versus 68 milliards pour Lockheed Martin, qui est le constructeur du F-35 que l'on évoquait plus tôt, donc soit 8 fois plus que Dassault Aviation, ou encore un acteur plus petit, mais qui a quand même 36 milliards de dollars de ventes attendues pour 2021, Northrop Grumman, qui a construit le B-2 furtif, et qui est lui aussi plus de 4 fois plus gros que Dassault Aviation.
Un autre chiffre qui relativise un peu la position concurrentielle de Dassault Aviation et qui donne encore plus le vertige, on le disait, le programme d'avions de chasse américain, donc du F-35, a coûté 400 milliards de dollars, soit plus de 50 fois le chiffre d'affaires attendu en 2021 de Dassault Aviation. Si on regarde maintenant l'autre grand marché du groupe, les avions d'affaires, la technologie pour construire un avion d'affaires est aujourd'hui à la portée de beaucoup de sociétés, c'est beaucoup moins technologique qu'un avion de chasse militaire. En contrepartie, les clients de ce type d'avion sont exigeants, notamment en termes de distance pouvant être parcourue, qui doit être équivalente à celle des avions de ligne commerciaux, et maintenant, plus récemment, en termes d'empreinte écologique. Ces éléments vont augmenter les coûts de conception-fabrication et les barrières technologiques à l'entrée du marché. Au global donc, même si c'est pas si technique que ça, rares sont les sociétés qui ont une notoriété et un retour d'expérience reconnu, capables de relever le défi de la certification et d'assurer la maintenance et l'approvisionnement en pièces de rechange au niveau mondial, et également, comme pour le militaire, qui sont à même de rentabiliser un modèle sur un marché qui reste étroit parce que très segmenté aussi, entre une aviation très légère, intermédiaire et lourde. La concurrence donc sur ce marché est sévère, mais entre un nombre plutôt réduit de protagonistes, on a Dassault Aviation, Bombardier, Gulfstream et Cessna, Embraer. Mais voilà, on l'a dit, les barrières à l'entrée ne sont pas très élevées et pourraient, à moyen terme, permettre l'émergence de nouveaux acteurs, notamment asiatiques. À partir de cela, les questions qui se posent pour l'investisseur aujourd'hui sont les suivantes. Au cours actuel, qui paraît assez intéressant, est-ce que c'est le moment d'investir dans Dassault Aviation ? Est-ce que les marchés du groupe vont rester en croissance pour le militaire et renouer avec la croissance pour le civil ? Le groupe, on l'a vu, de taille assez modeste, est-il suffisamment bien profilé pour faire face à ses concurrents américains, beaucoup plus gros notamment sur le militaire ? Et pourra-t-il également résister à l'émergence de nouveaux acteurs, cette émergence qui est probable, d'acteurs notamment asiatiques, qui pourraient bousculer ces deux marchés, le civil et le militaire ? Pour avoir une réponse à ces questions, et une recommandation d'investissement ou non dans la valeur, je vous invite comme d'habitude à aller consulter notre analyse de Dassault Aviation sur notre site et le conseil que nous donnons. Si vous créez un compte sur le site, vous aurez 1 mois de test gratuit, ça vaut le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt avec l'équipe Hibou.